Au cœur de la France, il y a une histoire de sorcellerie, mais pas celle qu'on imagine. Oubliez les grands rituels spectaculaires. Non, ici, on va parler des campagnes profondes, de traditions paysannes et de secrets qu'on se chuchotait au coin du feu. Allez, on plonge ensemble dans la mémoire populaire de la sorcellerie du Berry. Quand on dit sorcellerie, l'image qui nous vient en tête est souvent la même, pas vrai? On pense tout de suite au sabbat déchaîné, au pacte avec le diable et, bien sûr, au bûcher. Mais est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça partout? Eh bien, la réponse, en tout cas pour le Berry, elle est beaucoup plus subtile. Il est temps de mettre de côté les clichés pour aller voir ce qui se cachait vraiment derrière. Regardez ça. Le décalage est énorme en fait. D'un côté, on a l'idée reçue, le mythe, des sabbats, un culte organisé, des procès en série. Et de l'autre, la réalité berrichonne, une magie très discrète, presque banale, intégrée au quotidien, qui vient directement des vieilles traditions paysannes. Et les accusations, oui, il y en avait, mais ça restait des conflits de voisinage, des affaires locales, bien loin de l'hystérie collective. Alors justement, elle ressemblait à quoi cette fameuse magie du quotidien? Et d'où est-ce qu'elle venait? Pour le comprendre, il faut s'imaginer le décor du Berry de l'époque. On parle d'une terre de forêts immenses, de landes un peu mystérieuses, et surtout de villages très isolés les uns des autres. Et c'est justement cet isolement qui a permis à des croyances populaires très anciennes de survivre tranquillement, loin du contrôle des grandes villes. Et cette magie, elle n'avait rien de théorique. C'était du concret, du pratique. On allait voir quelqu'un pour des problèmes de tous les jours, soigner une brûlure, protéger le bétail, qui était la seule richesse de la famille, enlever ce qu'on appelait le mauvais œil, ou même tout simplement quand on avait une angoisse, une peur qu'on n'arrivait pas à expliquer. Et au centre de tout ça, on trouve un personnage fascinant et franchement complexe, le sorcier ou la sorcière du village. Alors, soyons clairs, des accusations de sorcellerie, oui, il y en a eu. Mais, et c'est vraiment le point crucial, la région n'a jamais connu les grandes chasses aux sorcières, ces vagues de procès terribles qu'on a pu voir dans d'autres régions de France ou d'Europe. On n'est pas du tout sur la même échelle. Le sorcier du coin avait un rôle super ambigu. D'un côté, on le craignait. On pensait qu'il pouvait jeter des sorts, qu'il était derrière les querelles, les maladies du bétail. Et de l'autre côté, c'était la même personne qu'on allait voir en secret pour obtenir un remède ou pour protéger les récoltes. Craint et recherché en même temps. Une figure à double visage, mais finalement indispensable à la communauté. La question qu'on peut se poser, c'est mais comment est-ce que cette tradition, qui était surtout orale, qui se passait le bouche à oreille, a bien pu arriver jusqu'à nous? Comment cette mémoire a-t-elle été sauvée? Eh bien, la réponse, elle se trouve en grande partie ici, au XIXe siècle. C'est un moment clé, un tournant, où des intellectuels, des artistes commencent à s'intéresser de près au folklore, aux traditions populaires qui sont en train de disparaître. Et dans le Berry, ce rôle de sauveur de mémoire, il a été joué par une personnalité immense, l'écrivaine George Sand. Elle a fait quelque chose d'essentiel. Elle a décrit tout cet imaginaire paysan avec un profond respect. Jamais elle ne s'est moquée. Pour elle, les feux follets, les esprits des marais, tout ça faisait partie de la culture locale. Et en l'écrivant, elle a tout simplement empêché que ça tombe dans l'oubli. Du coup, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, on comprend que cette sorcellerie berrichonne, ce n'est pas juste une collection d'histoires étranges. C'est un véritable héritage culturel. Il suffit de regarder cette chronologie. Ces croyances, elles sont déjà là, bien ancrées au Moyen Âge. Ensuite, à l'époque moderne, on voit des petites accusations locales, mais on évite les grands procès de masse. Au XIXe, George Sand les couche sur le papier pour la postérité. Et même au XXe siècle, on trouvait encore dans les campagnes des traces de ces prières secrètes, de ces gestes symboliques. C'est la preuve d'une survie culturelle absolument remarquable. Voilà ce qu'est, au fond, la sorcellerie du Berry. C'est un héritage à la fois culturel, psychologique et social. C'est un ensemble de croyances qui s'est construit sur les peurs bien réelles de la vie rurale, mais aussi sur la solidarité entre voisins et sur ce besoin fondamental de donner un sens à ce qui arrive, au bien comme au mal. En résumé, et s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. On est face à quelque chose qui est bien moins une pratique occulte qu'un héritage culturel puissant qui infuse encore aujourd'hui tout le folklore de cette région. Et tout ça, ça nous amène à une dernière petite question pour la route. Et si au final, le vrai pouvoir de la magie, ce n'était pas les sorts ou les rituels, mais simplement sa capacité à garder vivante la mémoire de tout un peuple?